Ok. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre virtuelle dans le cadre du prix roman des étudiants France Culture. Aujourd'hui, en compagnie d'Antoine Waters pour son nouveau livre. Alors, je ne sais pas si vous voyez Le plus court chemin, que vous avez sans doute toutes et tous lu déjà. Déjà, merci beaucoup, Antoine, d'être présent aujourd'hui. Avec plaisir. Pour échanger avec les étudiantes et les étudiants. J'imagine qu'ils auront beaucoup de questions à vous poser. Cette rencontre sera aujourd'hui animée par Mathias Sénard. Bonjour Mathias, merci également d'être présent. Mathias Sénard qui est donc... je ne sais pas si votre micro est coupé, mais... Je disais bonjour tout simplement. Voilà. Mathias, qui est donc évidemment également écrivain, mais aussi producteur de l'émission Entretien littéraire, qui est donc tous les samedis à 15h, c'est bien ça, sur France Culture. Vous aviez notamment d'ailleurs reçu Antoine Waters, c'était le 23 septembre, je crois. Vous pouvez, je vous invite toutes et tous d'ailleurs, si vous le souhaitez, à réécouter l'émission et l'entretien mené par Mathias avec Antoine Waters à ce sujet. Comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà assisté aux précédentes rencontres, cette rencontre virtuelle sera enregistrée, diffusée par la suite sur notre site internet. J'enverrai également le lien sur le groupe Discord. Si vous souhaitez poser vos questions, il y a bien sûr deux options. La première, c'est de poser directement vos questions en ouvrant caméra et micro. Avec l'outil Teams, levez la main et on vous donnera directement la parole. Vous pouvez également aussi écrire vos questions dans le chat, dans la conversation. Et Mathias pourra donc relayer ces questions directement auprès d'Antoine Waters. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai dit les informations essentielles. Et puis, dès à présent, Mathias, je vous laisse démarrer cette rencontre. Merci Marine. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Antoine, Antoine Waters, c'est un plaisir que de vous retrouver, interviewer de nouveau, même si c'est pas moi qui vais poser les questions, mais ce sont les questions des étudiantes et des étudiants. Alors nous nous retrouvons pour parler du plus court chemin, mais peut-être le plus court chemin, il faut revenir un peu aussi en arrière dans vos livres, même brièvement. Je pense que vous êtes l'auteur le plus primé. J'ai essayé de faire le compte de tous les prix que vous avez obtenus ces dernières années, c'est presque innombrable. On vous avait laissé avec Mahmoud et la montée des eaux, alors que vous veniez d'avoir le prix Vepler. Et là, cette année encore, avec le plus court chemin, vous collectionnez les récompenses, la dernière en date étant le prix Rossel, qu'on appelle le Goncourt belge. Et, même si voilà, Rossel, on ne sait pas s'il avait un frère comme les frères Goncourt, mais en tout cas, c'est un prix extrêmement important en Belgique, mais qu'on connaît aussi en France. Et peut-être alors pour commencer cette rencontre et pour rompre un peu la glace, Antoine Waters, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de qu'est-ce qui nous fait passer justement de Mahmoud, cet homme sur sa barque, sur ce lac de barrage, au milieu de la Syrie en guerre, au plus court chemin. Et quel est le chemin justement qui relie ces deux livres et comment est-ce qu'on en arrive à ce magnifique livre fragmentaire qui est le plus court chemin, dans lequel vous trouvez une nouvelle forme, certainement tout aussi poétique que la précédente, mais en même temps très différente, et puis un chemin qui revient aussi géographiquement vers vous, vers Ouais. votre enfance et ces lieux. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ça, peut-être, Antoine Waters? Oui, oui, oui. Tout d'abord, c'est vrai que les prix, il y a quelque chose de mystérieux parce que moi, j'ai l'impression d'écrire des livres qui sont absolument connectés à ce que je suis. Et j'ai jamais eu l'impression en fait d'écrire en pensant que des prix pourraient m'être attribués. Donc ça reste pour moi un immense mystère, surtout que j'ai pas l'impression de faire de la littérature
Il y a des livres dont on sent qu'ils sont récompensables, qui cadrent avec un esprit du temps. Moi, j'ai toujours eu l'impression de faire des livres un peu hors du temps. Et le Marmoud, c'était vraiment ça. C'était essayer de me pencher sur ce qui se passe en Syrie, en tout cas en 2017-2018, à un moment où on en parlait très peu. Et c'est un livre qui était presque documentaire. C'est une façon de montrer avec des mots et non pas des images l'état des lieux d'un pays qui est abîmé par la guerre, qui était depuis les printemps arabes dans de nombreuses mutations. Et nous, j'avais l'impression ici en Occident qu'on avait une perception non seulement très parcellaire, mais très biaisée aussi. Et j'ai essayé de compléter un peu le tableau en essayant de raconter ça avec les mots de la poésie et en m'adossant aussi à la parole de nombreux poètes et de poétesses syriens, syriennes d'aujourd'hui. Et le livre s'est construit comme ça. Et pour moi, c'est un texte de fiction, mais qui essaye de documenter aussi un état du monde contemporain. Et alors, comment est-ce que j'ai glissé vers un livre qui parle de mon enfance, de mon Ardenne belge notamment? Je crois que finalement, le geste n'est pas tellement différent. J'ai simplement, à la place de descendre dans l'histoire syrienne profondément, je suis descendu dans la toute petite histoire de cette région qui m'a vu grandir parce que je crois que j'avais envie d'essayer de comprendre pourquoi dans la plupart de mes livres, il y a des personnages d'enfants. Alors Mahmoud, c'est peut-être l'exception, c'est un vieillard qui parle, mais il est très préoccupé par la question de ses propres enfants, de ce qui peut arriver à ses enfants dans un monde en guerre et dans une Syrie en guerre. Ici, j'ai essayé de me souvenir de l'enfant que j'ai été. Et là, pour la première fois, peut-être d'écrire un texte qui n'est pas de la fiction et d'essayer de raconter ma vie, mes souvenirs et ces lieux où j'ai grandi, quoi. Alors, Antoine Waters, nous avons une première question d'une étudiante jurée sur le groupe Discord du prix qui vous pose la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux citations? Tout d'abord, l'auteur se livre sur le corps physique de son texte et son propre corps, confondus l'un et l'autre en un seul et même corps. Et puis, je Comment dis se qu'il n'y a fait-il? rien comme la patrie et la liberté pour élever l'âme. L'auteur a-t-il réussi sa réconciliation avec l'école, malgré tout? Ok, maintenant j'ai accès au texte. Tu vois au texte? Ouais. C'est lui sur le corps physique de son texte et son propre corps confondu. Ça me touche beaucoup parce que je crois que le livre, bon, c'est pas du tout un texte programmatique. C'est pas un livre qu'on peut résumer facilement. Le plus court chemin, il est fait pour celles et ceux qui l'ont lu ou en tout cas ouvert. Il est fait de fragments composés de réflexions, de pensées, d'observations, à la fois de souvenirs qui sont donc propres à mon enfance, mais aussi d'observations de ma vie d'aujourd'hui, de ma vie d'auteur, de ma vie de père également. Et c'est vrai que les fragments de texte répondent un peu à ces fragments de moi-même, parce que le livre raconte ça, c'est comment depuis l'enfance, finalement, je vis mon identité comme quelque chose d'un peu éclaté, mais assez joyeusement éclaté. Pas du tout, il n'y a pas de tristesse là-dedans. J'ai l'impression, moi, que je suis né pour passer dans des corps différents, en tout cas dans des états de corps et d'esprit assez différents, de connaître aussi des périodes qui sont nettement moins faciles sur le plan psychique, et que ça fait partie de mon lot depuis l'enfance. Et donc, c'est vrai que la forme du fragment, elle dit ça aussi. Elle dit la réalité d'une pensée qui n'est pas toujours constante, qui n'est pas toujours linéaire. Et je crois qu'on sait comment tout ça marche. On est tous sauf des êtres constants, on est des êtres contradictoires. Et j'aimais jouer avec cette réalité-là aussi formellement. Et c'est très beau, je trouve que je ne vois pas le nom de l'étudiante qui pose la question, mais je trouve que c'est très beau de lier les deux, la réalité du corps du texte et d'un corps qui écrit. Et alors l'autre question, L'école, Antoine. ah oui, réconciliation avec l'école malgré tout. Dans la mesure où je ne dois plus fréquenter l'école, tout va bien. Mais oui, enfin, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose d'indécent, hein, presque dans le fait de se plaindre et de dire qu'on n'a pas aimé l'école quand on sait à quel point l'éducation est à ce point
une clé, en fait, hein, d'élévation de chacun, de chacune. On en a besoin des enseignants, on a besoin de bonnes écoles, on a besoin d'écoles qui sont capables justement d'accepter que nos chemins ne sont pas les mêmes, et donc des écoles qui favorisent l'idiosyncrasie de toutes et tous. Ça me semble fondamental. Et moi, le petit œuf que j'avais appelé sur cette question-là, c'est qu'effectivement, dans les années 80 et puis plus tard, dans mon parcours scolaire, c'était des écoles qui avaient quand même encore hérité d'un passé très figé. Et moi, je me sentais fort à l'étroit dans ce type de scolarité-là. Et l'absence de liberté que j'éprouvais, je crois qu'elle m'a conduit à beaucoup imaginer, à beaucoup rêver, à beaucoup noircir des pages de mes cahiers. Et je pense que mon évasion littéraire et cette sortie du chemin principal, elle a commencé à ce moment-là. Merci Antoine Waters. Alors, je ne vois pas pour le moment d'autres questions des étudiantes et étudiants. N'hésitez pas à en poser par écrit ou à lever la main et on vous donnera la parole. Ah, on a une question d'Emma qui nous dit, vous disiez que le plus court chemin n'était pas de la fiction, mais qu'en est-il du narrateur? Est-ce vous? Peut-on écrire sur nous-mêmes sans devenir un personnage? C'est une bonne Et question. Emma ajoute le commentaire suivant, des questions probablement un peu nébuleuses. Ça l'est en tout cas dans ma tête. C'est vrai que ces questions entre narrateur, scripteur et personnage Ouais. peuvent être assez complexes, Antoine Waters. Oh ben, ici, je dirais que c'est assez simple. Pour moi, c'est moi, complètement. Le narrateur, le jeu du texte, c'est moi. En tout cas, c'est un des jeux dont je suis dépositaire et que je suis capable de faire parler. Parce que je crois que quand on écrit, on peut raconter des parties de sa vie, et c'est mon cas ici, mais quelquefois, l'écriture ne veut pas de ce jeu-là. Donc moi, je sais qu'il y a des textes autobiographiques que je n'arrive pas, ou que je n'arriverai peut-être jamais à écrire, parce que la langue que moi j'aime, elle n'est pas peut-être prête encore à les recevoir, ces jeux-là. Mais ici, oui, c'est vraiment moi. Avec effectivement la part de transformation que suppose l'écriture. Simplement, quand on essaie de consigner un tout petit souvenir objectif, même un souvenir qui est relatif à quelque chose qu'on a fait une demi-heure plus tôt, on se rend bien compte que non seulement la mémoire a déjà commencé à retravailler le souvenir, mais qu'en plus le langage lui-même fait qu'on ne peut jamais atteindre une vérité qui serait nue, une objectivité qui serait nue, qui serait là. Donc, il y a une transformation, donc il y a quand même un processus de mise en fiction, et ça veut dire que le jeu lui-même hérite de ça. Donc, c'est le moi le plus sincère, mais auquel l'écriture me laisse avoir accès, ce qui est une réponse peut-être un peu nébuleuse aussi, mais c'est vraiment ça qui est dans ma tête pour répondre à Emma dans ses mots à elle. Question d'Evangelia qui dit, comment écrit-on un livre fragmenté? Est-ce que vous avez écrit ce livre dans l'ordre, chaque chapitre séparément, puis mis bout à bout? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu d'abord disons, on pourrait appeler un ordre esthétique ou de travail que vous avez ensuite agencé? Alors, il s'est vraiment écrit dans un ordre, c'était pas cet ordre-ci, je n'ai pas repris tel quel les fragments. Il faut savoir que c'est un texte que j'ai commencé en 2018 à la demande d'une revue française fiction. C'est Normal Sup, je crois, à Paris, qui chapeaute ça. Et il m'avait demandé d'écrire un petit texte sur l'enfance. Il y a un chat qui essaye de rentrer dans la pièce. Je vais juste le chasser. Vous attendez 2 secondes. Antoine est parti chasser le chat. Ce qui nous amènera peut-être à nous poser
la question des animaux, justement, ou du règne animal dans le plus court chemin, de la présence de la nature de façon plus générale. Ouais, Dès qu'Antoine aura... Voilà, je suis absolument désolé et comme je ne suis pas chez moi, je n'arrivais pas. Je sentais qu'il y avait un chat qui miaulait depuis quelques minutes et voilà, l'affaire est réglée. Donc vous en étiez, vous nous expliquez justement la construction de l'ordre de ces fragments, et vous aviez commencé à raconter que ce texte a été d'abord un texte que vous avez commencé à écrire pour une revue C'est ça, française. fiction donc. Et donc j'ai commencé à écrire 20-25 textes qui sont restés ceux-là. Donc si vous ouvrez le plus court chemin, les 25 premières pages, ça grosso modo sont celles que j'ai écrites à l'époque. Et puis, me rendant compte que j'aimais écrire ce type de texte en fragments, que j'aimais aussi le fait de me retrouver finalement sur les terres et dans les lieux où j'ai grandi, parce que écrire ce texte, c'était nécessairement aussi me promener à nouveau dans ce petit village qui s'appelle Fréture où j'ai grandi. Ça me plaisait beaucoup et donc j'ai essayé de faire durer le plaisir. C'est le premier texte que j'ai écrit en essayant de retarder le moment où je le finirai. Et puis je pense qu'on ne fait jamais le tour de soi-même d'une part, ni jamais le tour de sa propre mémoire qui est trouée nécessairement. Et donc ça veut dire que c'est un livre qui se prêtait à une fin presque constamment ajournée. Je pouvais la retarder à l'infini. Alors du coup, la question qui s'est posée, c'est que j'avais 400 blocs de texte au moment où je me suis dit que j'allais quand même arrêter un peu le processus d'écriture. Et c'est là que c'est devenu intéressant parce que l'écriture à proprement parler, elle était très simple. Je saisissais vraiment au vol des pensées, des choses que je voyais qui me revenaient à la mémoire. Et ça, c'était bizarrement très fluide. Ensuite, il y a un temps de composition et de montage. Je crois que à la manière dont un réalisateur ou quelqu'un qui ferait des documentaires doit composer avec un certain nombre de rushs. Moi, mes rushs, c'était 400 fragments et je pouvais les agencer de bien des façons. Et donc, j'ai collé tous ces textes sur les murs de mon bureau parce que j'aime bien travailler de façon... Enfin, j'aime bien voir les textes dans un espace, les sortir de cet espace à deux dimensions d'un écran d'ordinateur ou de la page seulement. Ils prennent corps, ils prennent forme un peu autrement et je trouve ça important de les voir aussi dans un espace. Là, j'ai retiré 200 textes qui étaient factuels, qui parlaient plus de moi, de choses qui me sont arrivées. Et j'ai essayé de garder plutôt les intensités ou les sensations propres à l'enfance, au détriment voilà, de choses qui seraient, je pense, peut-être moins facilement partageables. Ici, je parle d'état intérieur, de mes brumes, du fait que j'ai l'impression d'être un fantôme. C'est presque l'autobiographie d'un fantôme, en fait, ce livre-ci. Et voilà, comme Raymond Depardon monte ses documentaires avec tous ses rushs, moi j'ai monté mon petit documentaire sur ces années 80 dans des milieux un peu agricoles, un peu oubliés de tout. Et j'ai arrêté le travail au moment où il m'a semblé que ça se lisait à la fois avec une forme de fluidité, mais dans cette fluidité avec des moments d'arrêt, des fractures, pour que je ne sais pas, pour qu'il y ait du rythme, et puis parce que c'est un livre qui parle de la fracture, de la coupe et de la séparation. Merci Antoine. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle ou sur le chat, si ce n'est pas le cas? Ah, bonjour. Une question de Wesley. J'ai senti un paradoxe entre l'intimité de la narration qui exclut presque le lecteur et certains détails si précis qu'ils nous immergent dans vos souvenirs. Je me demandais donc comment avez-vous considéré le lecteur lors de l'écriture? Voilà une question passionnante. Je n'ai pas considéré le lecteur dans l'écriture de ce livre pour la simple et bonne raison, enfin, je vais évidemment nuancer, mais j'ai eu le sentiment quand j'ai fini d'écrire Marmoud ou La montée des eaux, qui a eu quand même beaucoup de succès, que je devenais un peu l'otage quelque part
d'une part de ce que j'avais produit mais qui m'échappait, et je recevais alors énormément de retours de gens qui me disaient, moi j'ai vu ceci, j'ai senti ceci, etc. Ici, mais même si c'est un texte qui est antérieur à la parution de Marmout, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai commencé en 2018, j'avais envie de toucher, mais pour moi seulement, s'il existe, ce point premier qui fait que ma vie, à 42 ans aujourd'hui, elle est liée à l'écriture. Alors que dans mon enfance, il n'y avait rien qui m'y prédestinait. Il y avait pas un milieu, c'était pas un milieu qui adorait forcément les livres. Mais ma vie, c'est ça. Aujourd'hui, je me réveille, j'écris et le village se vide de ses habitants et moi, je reste à ma table et je travaille, ce qui est une immense joie parce que j'adore ça et en même temps, ça reste pour moi un objet parfois d'incompréhension, une forme de bizarrerie. Et j'ai essayé de faire le point. Donc, j'ai essayé de faire le point de mois à mois. Et ça semble évidemment étrange de publier un texte qui est à ce point-là peut-être personnel et qui exclut, comme Wesley le dit, a priori le lecteur. Mais là où j'ai commencé à me dire que je voulais lui laisser une place, parce que sinon évidemment je n'aurais pas accepté, je n'aurais pas voulu publier le livre, c'est quand j'ai fait ce travail d'élagage et de nettoyage du texte, de ces 400 textes pour n'en garder que 200. Dans ces 200, j'ai bien conscience que certains sont particuliers, m'appartiennent en propre. Mais ce qui est très étrange, et c'est le jeu que je voulais jouer, c'est que à la sortie de certaines rencontres en librairie, il y a des gens qui viennent me parler de ces passages qui, a priori, moi, me semblaient les moins facilement partageables. Ils me disent, c'est marrant, quand vous parlez de l'épisode du mur, par exemple, vous avez voulu, enfant, vous écrabouiller dans le mur couvert de glycine de vos grands-parents. Moi, j'ai pas vécu ça exactement, mais je m'y suis retrouvé. Ça m'a parlé. Ou le fait que vous parliez de votre identité éclatée, ce genre de choses. Et je l'ai fait aussi dans l'idée d'être pas efficace. Je suis parfois fatigué de l'écriture comme vecteur d'efficacité, l'idée d'écrire des livres qui mettraient tout le monde d'accord, qui répondraient à des structures narratives figées. Et là, je me suis amusé à casser tout ça et à créer peut-être un temps de lecture qui serait différent, peut-être un temps de lecture qui serait plus exigeant et auquel on n'adhère pas, et je l'accepte. J'accepte évidemment ça parfaitement, mais c'est essayer de sortir d'un schéma de narration qui, voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Une autre question peut-être? Je remercie les 19 participants, c'est formidable, un lundi midi. Sinon, j'en ai une pour vous, moi, Antoine Waters. Quand on s'intéresse justement à ce matériau autobiographique, est-ce qu'il y a un moment où on se pose la question de la pudeur? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous quand on écrit sur des personnages non seulement réels, mais qui sont vos proches, frères, sœurs, mères, pères, grands-parents? Est-ce qu'il y a un moment où le fait de pouvoir blesser la sensibilité de ces gens qui vous entourent conditionne aussi un peu l'écriture? Oui, oui, c'est vrai que ça, c'était ma grande question pour ce texte. Quand j'ai commencé à publier, en tout cas des romans, le premier, ça s'appelait Nomère et il est paru chez Verdier en 2014, donc ça fait 10 ans. Je me suis rendu compte à la parution du livre, le livre a gagné un prix. C'est marrant parce que le prix Rosell dont on parlait tout à l'heure, c'est le prix qui récompense plutôt une œuvre, ou en tout cas quelqu'un qui a déjà publié quelques livres. Et le livre dont je parle maintenant, Nomère, c'était mon premier, et il a eu le prix Première, le prix de la RTBF, qui est un peu l'équivalent du prix du livre inter côté belge. Donc, à partir du moment où il a gagné ce prix, ma famille a eu accès. Ils avaient déjà lu le livre, mais ils ont vu aussi comment des journalistes, des lecteurs et lectrices pouvaient l'interpréter. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que c'était l'histoire d'un enfant qui racontait le rapport qu'il a eu avec sa mère, une maman qui en fait dans le livre est dédoublée. Il y a une mère qui vit en Belgique et l'autre au Liban. Et ça a vraiment été compliqué quoi, dans ma famille. Il y a des gens qui n'ont pas bien reçu ça du tout. Alors 10 ans plus tard, au moment d'écrire ce livre et de le publier, je me suis posé constamment cette question
même si, comme je l'ai dit, je ne pensais pas vraiment au lecteur en tant qu'entité un peu abstraite, je pensais au lecteur très concret pour le coup, qui seraient les gens de ma famille. Et donc, j'ai essayé d'appliquer ce principe à chaque moment, à chaque fragment, quand j'écrivais, pour ne blesser possiblement personne. Et le test ultime, ça a été quelques mois avant la parution, quand j'ai terminé le livre et que j'en ai parlé à mon frère, qui donc est quasiment mon jumeau. Je dis que c'est mon jumeau dans le livre et dans d'autres textes que j'écris, mais on a une petite différence d'âge. En réalité, ma grande crainte, c'était que lui ne puisse pas accepter le livre et qui me dise non, je ne l'aime pas, je veux pas que tu déballes tout ça, parce qu'il y a quand même la question d'une réalité socio-économique, d'un milieu. Et voilà. Et quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit qu'il ne voulait pas que ça sorte. Parce que lui, il a des fonctions en Belgique qui font qu'il n'a pas envie que cette partie de sa vie privée soit mise sur la place publique. Et alors, ce que je lui ai dit, c'est d'une part que je comprenais très bien et d'autre part que j'avais quand même envie que lui le lise et qu'il me donne son sentiment, ce qu'il a fait. Et quelques jours plus tard, il m'a appelé, il m'a dit merci parce que effectivement, j'avais très peur de ce que je lirais, mais j'ai eu le sentiment de revivre ma propre enfance grâce à tes mots. Et à partir de là, comme il s'est rendu compte il y a pas non plus de lourdes révélations dans le livre. Et c'est plutôt les lourdes révélations, mais liées à mon vécu ou à des choses qui me sont arrivées, que j'ai gommées, que j'ai supprimées du livre pour ne pas justement me trouver coincé dans des questions de pudeur, de honte, voilà. Donc ça s'est réglé comme ça, très simplement et très joliment en fait. Merci Antoine. Une autre question peut-être des étudiantes et étudiants du jury? Je peux continuer. Alors, ce frère, justement, dont vous venez de parler, Antoine Waters, vous fabriquez un personnage conjoint d'un être à 8 bras, non, à 4 bras et 4 jambes. Mais ce n'est pas le cas avec votre sœur, qui est aussi un autre personnage qu'on aperçoit un peu de loin en loin. Est-ce que, au moment de l'écriture, vous avez quand même cherché un peu à équilibrer aussi en termes de personnages, à vous dire je veux que tout le monde soit présent et que ça représente quand même pour vous, d'une certaine façon, vos années d'enfance? Oui, oui, ça c'est vrai. Et puis là, justement, sur cette idée de ne pas, je vois que Emma a posé une autre question, j'y répondrai après. Oui, mais ça c'est équilibrer les choses pour qu'il y ait quand même parce que là, le texte, quand on en parle comme ça, semble très grave, très, très, lié à une inquiétude comme ça fondamentale, à des troubles peut-être même de l'identité ou de la personnalité, possiblement, possiblement. Mais moi, ce qui me touche aussi, c'est quand on me dit après des lectures ou des rencontres, ou quand des gens simplement ont terminé le livre, ils me disent, on a trouvé aussi de la joie, on a aussi trouvé de la lumière et on a aussi ri quelquefois. Alors la charge comme ça sur les personnages, essayer de les répartir comme ça dans le livre, ça je l'ai fait en m'amusant beaucoup et je pense que c'était pas tant l'idée de donner une importance égale, même si j'ai un côté communiste, c'était pas tellement ça, c'était plutôt faire en sorte que le récit en devienne véritablement un, de ne pas parler de mon frère et puis de ma sœur, et qu'il y ait quelque chose comme une galerie de personnages avec des disparitions et des réapparitions. Je trouvais ça amusant. En revanche, ce que j'ai fait et qui là amène quand même le texte un tout petit peu du côté du roman ou de la fiction, même si c'est quand même une autobiographie, c'est l'idée que je ne voulais blesser personne dans ma famille m'a amené à démultiplier, ou en tout cas quelquefois à placer, je vais le dire très simplement, la charge de folie qui aurait largement tenu sur une tête, je l'ai divisée en trois. Donc il y a des personnages que j'ai hybridés volontairement parce que ça, je voulais pas que ce soit trop lisible ou reçu par les gens de ma famille comme quelque chose qui serait violent. Donc j'ai quand même pu jouer avec les personnages. Tous n'existent pas à proprement parler. Ils ont une existence symbolique, ils ont une existence dans ma mémoire.
mais factuellement, j'ai dû, dans le texte, quelquefois, éclater les personnages pour que ce soit plus recevable dans ma famille, et puis peut-être aussi amener une musique et une tonalité un peu différente. Donc la nouvelle question d'Emma. Emma vous demande ceci, Antoine Reuters. Pensez-vous que l'écrivain vole, puise, voire vampirise les gens, les instants, les intimités pour écrire? Je crois que Leclésio le disait, témoin puis voyeur, l'écrivain est-il, ou l'écrivain que vous êtes plutôt, voleur? Vampiriser, je n'aime pas du tout le mot. En revanche, voler, oui, pourquoi pas. Écrire, c'est être séparé de la vie. Et c'est aussi, on écrit aussi pour pouvoir se réconcilier avec la vie. Et dans cette séparation, dans cette distance qui existe depuis que l'homme, l'être humain est sur Terre, il y a les raconteurs d'histoire et puis il y a ceux qui font l'histoire. Il y a ceux qui mettent les mains au contact de la matière et ceux qui regardent et qui racontent. Pierre Bergogneau, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, publié aux éditions Verdier, raconte ça dans pas mal de ses livres. Est-ce que c'est un choix? Pas forcément. Moi, je me rends compte depuis tout petit que je suis quelqu'un je suis pas tellement doué avec mes mains, là où je voyais mes camarades capables de réparer, de ressusciter presque des mobylettes complètement détraquées. Ils arrivaient à les réparer dans la cour de la ferme. Moi, la seule chose qui me parlait à l'époque, c'était les noms qu'ils utilisaient, les noms techniques, propriétaire d'une mobylette ou d'un tracteur, tout ça. Moi, ça me fascinait. Et donc, ça veut dire que eux étaient peut-être plus pleinement dans la vie ou dans les instants ou dans le présent. Et moi, j'étais dans une position de décrochage, plutôt d'observateur. Et oui, ça supposait que l'idée n'était pas de voler à l'époque. L'idée était simplement d'être nourri autrement, puisque moi, le quotidien, d'une certaine façon, ne me convenait pas et ne me suffisait pas. Donc, je crois que ça commence par de l'observation, une attention aux mots, au langage, aux attitudes. Et puis petit à petit, quand on se met à écrire, alors ça devient peut-être une manière d'être. Est-ce que c'est du vol? Moi, je pense que c'est une sidération. Je n'ai jamais compris comment on vivait, nous, en tant qu'êtres humains. Et n'en finissant pas de ne pas nous comprendre, je regarde, j'observe et je note. Je note ce qui me semble à la fois bouleversant de beauté et bouleversant d'injustice. J'essaye de consigner tout ça. Et je pense à un très beau livre de Didier Huberman, un philosophe français qui est sorti il y a 3 ans, qui consacre à un linguiste allemand qui s'appelle Victor Klemperer, qui était quelqu'un qui avait consigné, comme il le dit, la langue du Troisième Reich. Et il avait essayé d'analyser, de comprendre en fait ce qui se passait quand un régime dictatorial commence comme ça à se déployer et quels effets une politique comme celle-là va avoir sur le plan du langage. Et comment, quand on observe le langage, on peut comprendre les motifs politiques qui sous-tendent tout ça. Et Klemperer dit qu'il est impuissant quand il voit la montée du nazisme, quand il voit les répercussions que ça a sur la population juive à l'époque. Il se dit, moi, je ne sais pas infléchir le cours des choses, je ne peux pas opérer justement sur cette réalité-là. En revanche, ce que je peux faire, c'est témoigner. Je peux descendre dans la réalité compliquée d'une nouvelle langue, d'une langue qui est formatée politiquement pour essayer de séduire les gens. Et ce que je peux faire, c'est essayer de ne rien en perdre, de tout consigner, de tout retranscrire. Et son texte, ça s'appelle Le témoin jusqu'au bout. Donc il dit, je dois témoigner de ça, je dois témoigner de ce que je vois. Et ça, moi, ça me fait penser que, alors oui, on note, oui, on vole, oui, on consigne, oui, on essaye de tenir le registre le plus précis de ce qui se passe. Et bizarrement, même si ça semble une activité très abstraite et détachée du réel, pour moi, c'est un nouveau réel qui peut être produit finalement par ça. C'est recréer un nouveau regard sur le monde, une autre réalité. Et donc, pour moi, c'est très concret aussi et très matériel, ce travail d'écriture. Et il y a quelque chose de politique fondamentalement dans ce geste-là. Merci beaucoup, Antoine, pour cette réponse. Une autre question. Nous sommes 20. Nous sommes 20, oui.
on a évoqué donc bon, la famille, mais il faut parler aussi non seulement de ces années 80, qui sont quand même aussi le cœur du roman, et puis du lieu. Je pense que c'est aussi extrêmement important. C'est pas du tout n'importe où, au contraire. Et le lieu conditionne aussi le texte, non seulement parce que il y a des interactions avec ce qui se passe autour dans ce village, mais aussi parce qu'il y a chez vous un certain plaisir à la description de ce qu'était cet endroit, un peu comme pour l'habiter, ou en tout cas le vivre d'une façon peut-être différente aujourd'hui de ce que vous pouvez le faire à l'époque. Oui, oui, c'est vrai. En fait, je crois que je ne mesurais pas, enfant, combien ce lieu a pesé sur moi, a eu d'impact sur moi, à la fois positivement et négativement. Je pense que ce petit village qui comptait et qui compte toujours 250 habitants environ, je crois que j'étais pas fait pour naître là-bas. Il y avait, alors ça semble être vraiment un cliché ce que je vais dire, mais la Belgique est quand même un endroit, la Belgique du Sud probablement en particulier, un endroit très, très humide, extrêmement humide, très gris. Euh, et moi, je suis né forcément dans ce milieu-là, et très vite, j'ai été un enfant qui souffrait d'asthme. Et c'est seulement depuis quelques années que je me dis que chaque fois que je retourne sur ces terres-là, terre T-E-2-R-E-S, je me rends compte que ma santé a tendance à décliner. Et que cet environnement petit, mesquin, avec aussi un fond de pensée qui, quelque part, amenait pas mal de gens à être racistes sans même s'en rendre compte. Je me souviens qu'au début des années 80, quand des gens venaient vendre des livrets de contes africains, les volets les volets des maisons tombaient comme des lames de guillotine, et les gens disaient attention, on n'ouvre pas, va savoir ce que ces gens vont nous vendre, ou alors ce sont des voleurs. Il y avait un côté, euh, et je n'exagère absolument pas. Donc on vivait là-dedans comme dans quelque chose qui, bah, quand on est enfant, on ne se dit pas que c'est extraordinaire. On vit dans l'ultra-ordinaire, dans l'ultra-norme et normalité. Et ça, il y avait quelque chose d'étouffant, de suffocant. Et moi, ça m'a amené à essayer de chercher autre chose, de l'air, justement, du souffle, très vite autrement. Ça, c'est l'athlétisme qui me l'a offert. Et l'impact, par contre, positif de ce milieu-là, je dirais que c'est l'enseignement, mais qui n'avait pas du tout valeur d'enseignement. C'était la transmission plutôt de valeurs, une manière d'être au monde qui était liée à, à la lenteur de mes grands-parents, à cette façon très lente qu'ils avaient d'occuper leur présent, à l'ennui assez colossal qui était la norme justement, et qui, moi, m'a amené à rêver énormément, à m'évader beaucoup, beaucoup. Je crois que sans m'en rendre compte, j'écrivais déjà, par les histoires que je m'inventais constamment, j'écrivais des cartes postales à des inconnus, à des inconnus. J'essayais de me sortir finalement de ce milieu qui était fermé, on était presque au milieu d'une île, sur une île, perdu quelque part, voilà, avec les charmes et les horreurs que ça suppose. Merci Antoine. Entre-temps, nous avons eu un commentaire d'Amandine qui revient sur sa première question. Je pense que c'est celle qui avait euh, commenté sur Discord et qui posait cette question au départ du collège, qui nous explique que cette interrogation vient de la lecture, de la comparaison de votre ouvrage avec L'Enfant de Jules Vallès. Et est-ce que c'est une lecture qui vous parle, ça? Je ne l'ai pas, Euh, je l'ai pas. et Je lis en même temps, hein, je lis en même temps la question-observation d'Amandine. Enfin, oui. Donc, oui, non, sur cette question-là de l'influence que l'enfant de Jules Vallès aurait eu sur moi, je peux pas en parler puisque c'est un texte que je n'ai pas lu. Voilà.
Autre question de Wesley. Vous écrivez à un moment, lire prépare à faire face au bruit général. C'est une armure de sens. Je ne vais nulle part sans avoir lu. L'armure de sens dont vous parlez, est-ce que c'est la seule pratique de lecture ou bien dépend-elle de ce qui est lu? Oh, c'est quand même toujours, évidemment, il y a quand même des choix qui sont faits. Je lis quand même beaucoup, puisque effectivement, surtout dans des périodes où Mathias le sait évidemment très bien aussi, quand on est amené à voyager pour parler de nos livres, ce sont des périodes où, si on ne fait que ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est très asséchant et qui finit par ne plus nous nourrir. Or, si on est invité pour parler de livres qu'on a écrits, c'est parce qu'on aime lire et parce qu'on aime écrire. Et pendant ces périodes de promotion, ironiquement, paradoxalement, ce sont les moments où on est le plus éloigné et des livres qu'on cherche à écrire et des livres qu'on a envie de lire. Alors moi, quand je dis que c'est une armure de sens, c'est précisément parce que je veux, même quand je ne suis pas maître de mon temps, conserver l'impression que je reste connecté à ce sens profond que je trouve dans les livres, que j'essaie d'écrire quand j'ai le temps et que je tiens à lire quand je n'ai pas d'autres possibilités parce que voilà. Alors oui, je choisis évidemment mes lectures, mais j'abandonne aussi très vite les livres que je n'aime plus. Euh, Quelquefois, je ne les finis pas, mais je suis un grand lecteur de poésie en fait, moi. Donc, ce qui est très bien avec la poésie, c'est qu'on peut lire 10-15 minutes, quelquefois 2-3 poèmes, et c'est comme une sorte de nourriture qui nous tient au corps très longtemps, au corps et à l'esprit, et ça ne suppose pas de lire des pages et des pages. Mais pour le moment, je suis dans une période où je lis de la poésie et je suis replongé dans le travail de Roberto Bolaño, que j'aime énormément. Et là, c'est l'opposé évidemment de ces textes poétiques très courts, puisque on sait que Bolaño a écrit des textes assez courts, mais il a aussi écrit des monuments de plus de 1000 pages. Donc voilà. Mais c'est une armure de sens, effectivement. Ouais. Merci. Est-ce que nous avons encore une ou plusieurs questions pour Antoine Waters parmi les étudiants? Peut-être une question de vive voix, ce serait pas mal qu'on entende une autre voix que la mienne, par exemple, si quelqu'un a envie de poser une question en allumant son microphone, avec ou sans caméra. Ah, une autre remarque d'Evangelia. Je rebondis également sur un passage du livre. Vous écrivez que l'écriture vous a pris la voie principale, celle qui mène aux autres. Mais aujourd'hui, n'avez-vous pas l'impression justement que l'écriture est une voie qui vous a permis de rencontrer plein d'autres, les lecteurs? Oui, d'ailleurs, j'en parle un peu dans le livre. Je dis que si je suivais ma pente naturelle, à supposer qu'elle existe, parce que je suis de plus en plus sceptique perplexe plutôt par rapport à ça, l'idée qu'on aurait chacun une nature profonde qui nous amènerait à faire telle ou telle chose. J'ai longtemps pensé en tout cas que ma pente naturelle, c'était une forme de solitude, de retraite, de distance. Et là, je me rends compte que, et je l'écris dans le livre, qu'il y a un plaisir fou aussi à quitter cette pente naturelle et à sortir de soi. Ça veut dire que, effectivement, passer une année ou deux seul, en grande partie, à écrire, ça reste mon plaisir principal, un des plus grands plaisirs en termes d'intensité de ce que je ressens. Mais ce qui a beaucoup changé aussi en écrivant ce texte-ci, qui ne m'a pas du tout coupé de mon environnement, puisque je n'ai fait que m'y plonger, qu'être en contact avec non seulement ma famille, mais les gens du village à qui je posais des questions. Voilà. La vie et l'écriture dans ce texte-ci, elles se sont réconciliées en fait. Et ça veut dire aussi que dans une période comme celle-ci, où je parle beaucoup du livre, je sens un plaisir important aussi dans ces déplacements, dans ces rencontres, parce que mon regard a changé, parce que je n'ai plus envie que l'écriture me coupe à ce point-là de de la voix principale qui pour moi est quand même liée à l'autre, aux autres. Je trouverais ça sinistre de rester claquemuré dans sa tour en pensant qu'on a suffisamment de clés et Dieu à disposition pour regarder les choses. Il faut rencontrer les gens, on en a besoin.
le monde est archi-violent et quand on ne va pas voir les gens, quand on ne discute pas avec eux, on reste sur des espèces d'a priori qui sont complètement délirants. Et je pense qu'on a absolument besoin de discuter et discuter aussi avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous ou qui sont d'un autre bord. Mais quand on discute, on se rend compte que même un ennemi peut être aimable, en fait. Et pour ça, il faut se déplacer, il faut voir des gens, il faut quitter cette pente naturelle qui, à mon avis, est quelquefois piégeuse. Merci Antoine. Une autre question peut-être? Allez, en voix réelle, ça serait bien. Bon, ben non, hein. Alors Antoine Auteur, c'est moi qui vais poser de nouveau une question. Peut-être pour avancer doucement vers ce qui pourrait être une forme de conclusion. Vous nous avez parlé de ces 200 fragments que vous avez écartés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, ils vont devenir, ben, ils sont pour le moment en pleine exploitation, puisque dans ces trous très minces hein, que je parviens à trouver entre deux trains, deux hôtels, tout ça, je me suis mis à écrire un nouveau texte, là qui est une vraie fiction. Et quelquefois, quand la fiction patine un peu ou quand je n'ai pas suffisamment d'idées, j'ai ce corpus de 200 fragments qui sont aussi composés de personnages qui n'ont finalement pas été intégrés au plus court chemin. Et donc, il y a aussi des observations, des pensées, des choses que je peux développer sur une veine plutôt beaucoup plus narrative, propre au roman. Et donc, je crois que je vais les utiliser de cette façon-là, puisque personnellement, je n'ai pas envie de les assumer comme des textes qui seraient liés à mon parcours ou à moi-même. Donc, je vais les éclater, m'en servir dans quelque chose qui sera, j'imagine, un nouveau roman. Très bien. Toujours pas de questions, donc. Allons manger. Alors, c'est la fin les a gagnés. Ils ont tous la... Ah, Thomas écrit: J'ai beaucoup aimé le court passage où vous parlez du daltonisme qui est causé par le deuil, qui altère notre vision des couleurs. Qu'est-ce qui redonne des couleurs selon vous? Ouais, c'est vrai que ce sont des choses Je suis extrêmement touché par le sort qui est fait aux enfants, mais aussi par le sort qui est fait aux personnes âgées. Le roman que j'écris pour le moment, c'est un texte qui parle de la vieillesse. Et moi, mon grand-père, c'était un personnage Papou dans le livre, qui m'a terriblement marqué, qui était à sa manière un personnage de fiction et, euh, et qui était effectivement daltonien. Et quand on est enfant et qu'on regarde une tasse et que la tasse est rouge et que lui soutient qu'elle est bleue, il y a quelque chose qui est très très étrange. Et c'était un homme dur, un homme qui était un petit gaillard comme ça, assez costaud et qui était a priori très peu sensible. C'est lui qui coupait la queue des chiens à l'aide de son canif en prétendant que c'était des races sans queue, par exemple. Donc il était capable de faire ce genre de truc ou de tuer ses poules sans aucun état d'âme, ce que moi je suis incapable de faire aujourd'hui. J'ai des poules et quand il y a une poule qui est trop âgée, je la dépose chez le vétérinaire et il l'endort. Je ne suis pas capable, moi, de trancher le cou d'une poule. Lui faisait, c'était une autre époque aussi, mais voilà. Et donc, cette personne, a priori peu sensible, il y avait un seul moment où je voyais qu'il était resté fondamentalement un enfant inconsolé. C'est quand il parlait de sa maman qui était morte quand il avait 7 ans. Et à ce moment-là, ses yeux qu'il avait très clairs redevenaient vraiment ceux que je ne forcément lui avais jamais connus, ceux de l'enfant qu'il avait dû être, et il se mettait à pleurer. Et quand je voyais ces larmes sur ses yeux, je me disais peut-être que c'est ça en fait, le voile qui fait qu'il ne voit plus le monde de la même façon parce qu'il ne s'est jamais remis de la perte de sa mère. Et donc Charles et moi, mon frère et moi, sans qu'on se le dise, en tout cas moi c'est ce que je pensais, je me disais, ben, quand on perd une mère aussi jeune et qu'on est
au bout presque du parcours parce qu'il était âgé. Là, quand il se mettait à pleurer en pensant à elle, je me dis peut-être que c'est le voile que ça laisse toute notre vie sur notre regard et ça me touchait beaucoup. Ce qui redonne des couleurs. Franchement, si vous avez des idées, vous pouvez m'en donner. Quelquefois, je cherche moi-même comment on peut redonner des couleurs à ce qui n'en a plus. Voilà, et je pense qu'un jour comme aujourd'hui, je vous mentirais si je vous disais que j'avais des solutions, donc je préfère m'abstenir et ne pas donner de conseils. Je ne sais pas. Merci Antoine. Une autre question d'Amandine qui demande: le fait de pouvoir vous projeter dans un roman, donc dans une focalisation externe, fictive, représente-t-il une évolution dans votre carrière d'auteur? De pouvoir vous projeter dans un roman fictif, une évolution de carrière d'auteur. Je ne suis pas sûr de comprendre très bien la question. Je pense que c'est... Est-ce que vous... Puisque maintenant, là, vous êtes en train d'écrire un roman à partir de ces fragments, est-ce que pour vous, vous y voyez une évolution dans votre carrière? En fait, maintenant, j'avais pas vu le début de la phrase. Oui, bah, j'ai toujours écrit plusieurs textes en même temps. Et je crois que j'écris un texte pour me défatiguer de celui que je suis en train d'écrire et peut-être pour me venger aussi du côté. Écrire un livre, c'est prendre une voie en sachant qu'on va en exclure beaucoup d'autres, mais c'est aussi donner un pli à la langue qu'on va travailler. Une tournure plus sérieuse dans le cas du plus court chemin, plus documentaire aussi. Et moi, quelquefois, j'ai besoin de sentir que je reste complètement libre. Et donc, quand j'attaque deux textes en même temps, généralement, ils ne font que, c'est un tout, mais un tout éclaté en termes de forme. J'ai vraiment besoin de rester quelqu'un qui joue avec le langage et d'avoir l'impression que chaque fois que je me remets à écrire, je relance les dés. Je relance complètement les dés et j'essaye de faire nouvellement quelque chose que pourtant je fais, à mon avis, depuis le début, parce que je dis ça en ayant l'impression que les thèmes, les grands thèmes sont quand même là maintenant et que je ne suis pas certain qu'on puisse totalement se réinventer. Je me demande même si notre territoire d'écriture, le lieu depuis lequel on écrit et qu'on investit avec notre langage, le lieu où finalement notre langue est pertinente, non seulement pour nous, mais pour des lecteurs et des lectrices. Moi, j'ai tendance à penser que ce lieu, en tout cas dans mon cas, est plutôt restreint. Et ce n'est pas grave. Simplement, je crois qu'il y a des auteurs qui sont capables d'élargir un territoire d'écriture et de faire en sorte que les livres soient tous bons. Moi, je sais quand je m'éloigne de ce petit territoire où je suis bien quand j'écris, je pense que je produis des choses qui ne sont pas intéressantes du tout. En tout cas, à mes yeux, et que je ne suis pas prêt actuellement, en tout cas pas disposé à publier. Merci Antoine. Une dernière question avant de conclure. Ah, Evangelia a levé la main, on va peut-être même pouvoir l'entendre. J'ai trouvé un micro. Merci. Parfait. Donc c'est plutôt une question personnelle. Là, vous avez écrit un roman comme Le plus court chemin. Mais est-ce que vous préférez ce type d'écriture, ce type de roman, ou vous voulez retourner dans la fiction vous parle le plus? Les deux, j'aime les deux profondément, terriblement. Il y a 2 semaines, au moment où j'ai gagné le prix Rossel, j'avais quelques émissions que je devais faire ici à la télé ou à la radio en Belgique. Et sachant que les journées étaient très remplies, je suis resté à Bruxelles où j'ai un petit appartement. Et quand la journée se terminait, je rentrais chez moi où j'étais seul assez exceptionnellement cette semaine-là parce que j'ai des enfants. Et je me suis dit, plutôt que de ne rien faire, qu'est-ce que tu vas faire à part fumer des cigarettes dans ton appartement? Il y a peut-être moyen d'occuper tes soirées autrement. Et donc, j'ai démarré ce nouveau texte il y a 2 semaines, ce texte de fiction. Alors, Dieu sait si dans le plus court chemin, je dis que le chemin de la fiction ne m'attire plus comme avant. Et c'est vrai, parce que je pense qu'on était à une époque où le souci du réel, le souci de notre environnement direct, le souci des conditions matérielles de notre existence et même peut-être de notre survie, on doit les interroger. Et l'écriture, la littérature, à mon avis, doit se pencher là-dessus. Le roman peut y permettre, mais moi je pense aussi que l'écriture de non-fiction est aussi un biais intéressant. Mais là, ici, je ne peux pas mentir, quoi. Quand j'ai commencé à faire revivre ces nouveaux personnages
dans de courts chapitres, je me sentais profondément heureux. Donc j'ai vraiment j'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin d'écrire aussi, mais ça je ne le publierai jamais, des petits textes de poésie que je continue voilà, quand j'ai le temps. Mon bonheur est dans l'écriture, et l'écriture, quelquefois, elle prend les chemins qu'elle a envie de prendre. Moi, je les suis, j'essaye de les accompagner le mieux possible et de les arpenter en restant un tant soit peu vigoureux et heureux. J'essaye. Merci beaucoup, Antoine Wauters. Une dernière remerciement pour vous de la part de Thomas, qui vous dit merci d'avoir pris du temps pour nous de la part d'un daltonien de Mons en Belgique. Okay. Merci beaucoup, Merci. Antoine Wauters. Merci à tous les étudiants présents et merci à l'organisation du prix des étudiants de France Culture pour avoir permis cette passionnante rencontre. Et je ne sais pas si Marine veut dire un mot de conclusion. Alors, est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon. Oui, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci pour vos questions. Je rappelle juste aussi que cette rencontre a été enregistrée, donc n'hésitez pas à faire passer le mot pour celles et ceux qui n'ont pas pu y assister. Vous pouvez la retrouver très prochainement sur notre site. Et puis juste pour vous dire, donc dans les prochaines dates, on va ouvrir la plateforme de vote à partir, donc dans tout pile une semaine, à partir du 4 décembre. Et vous aurez donc jusqu'au dimanche 10 minuit pour voter pour l'un des 5 romans en lice. Et puis, donc ça vous le savez, mais je le répète également, que l'annonce donc du lauréat ou la lauréate sera faite le mercredi 13 décembre dans l'émission spéciale du Book Club avec Marie Richeux, en présence du lauréat ou de la lauréate. Donc, on saura ça très prochainement. En tout cas, voilà, merci encore pour votre présence. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Mathias, également. Merci, Marie. Merci, Merci Mathias. à vous. Merci à vous d'avoir participé à cette heure encore un peu plus matinale, mais voilà, ça me fait plaisir un lundi matin quand même. Merci, Mathias. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.